2 ans d'angoisse, 2 ans de souffrance, 2 ans que nous alertons, 2 ans que nous attendons des réponses claires et des engagements. Alors que la santé mentale est érigée en grande cause nationale, alors qu'une personne sur 5 bénéficie d'un suivi psychiatrique au cours de sa vie, l'offre de soins en Sud-Aveyron est clairement menacée à très très court terme. Qu'entendons-nous par offre de soins? Nous parlons de 2000 usagers, de 9 services, de 507 hospitalisations, avec la prise en charge de 155 nouveaux patients, de 20 000 actes ambulatoires, et cela pour l'année 2025. Nous parlons de notre essence même, des soins psychiques de proximité et accessibles à tous, d'un accompagnement au quotidien des plus vulnérables, de ceux au parcours de vie souvent fragmentés. Qui n'a jamais eu besoin pour soi, pour sa famille, pour un ami? Qui n'aura jamais besoin d'écoute, d'accueil ou de soins? Alors que cette demande est croissante, notamment pour nos plus jeunes, le temps médical, lui, est réduit et se réduit à néant. Au 30 avril, je te laisse éteindre. 30 avril, le docteur Gonzalez, seul praticien hospitalier sur le service, part à la retraite. Au 30 avril, c'est demain, c'est aujourd'hui, et nos questions demeurent plus présentes que jamais. Que va-t-il advenir du suivi des patients? Quels risques individuels et sociaux feraient courir une rupture du soin psychiatrique pour une population déjà fragilisée? L'avenir pour les 73 professionnels de santé et leurs familles en cas de fermeture du service. Au regard de ces menaces à très court terme, où êtes-vous? Vous qui prenez la défense de notre territoire, quelles sont les actions que vous comptez entreprendre, vous qui avez pour mission de porter l'intérêt collectif et de répondre aux besoins des citoyens? D'autant que ce jour, vous annoncez dans le journal de Millau que la psychiatrie reste à Millau. Face à la gravité et l'urgence de la situation, nous appelons à la responsabilité collective car nous souhaitons la préservation de notre bien public pour des soins psychiques de qualité, de proximité, pour tous. À cet effet, nous interpellons les élus locaux, l'ARS, les services de l'État, la direction de l'hôpital ainsi que l'ensemble de la population. Nous appelons à la mobilisation de tous, à la défense de la psychiatrie en Sud-Aveyron, car c'est encore croire à un avenir où l'accès aux soins n'est pas qu'une formule de style. C'est penser la santé d'aujourd'hui. C'est s'investir pour les générations à venir, pour nos jeunes, pour nos aînés, pour tous ceux qui auront besoin d'une main tendue dans les moments les plus difficiles de leur existence. Merci mesdames, merci à tous pour votre mobilisation. On pourrait être à vos côtés sans la blouse blanche, mais ce que vous venez de dire, on le partage pleinement. Et si je le réaffirme dans le journal de Millau aujourd'hui, c'est parce qu'en effet, c'est un combat depuis, je ne sais pas si c'est depuis 2 ans ou depuis plus ou depuis moins, mais en tout cas, en effet, c'est un combat. Non pas parce que l'ARS a décidé de fermer un service, mais un combat parce que la psychiatrie en particulier est un secteur très pénurique en France et donc il y a de moins en moins de psychiatres publics également, encore fragilisés par des lois comme la loi Rist, parce que forcément, on n'est pas dans le secteur public, on n'est pas très attractif par rapport à ce qui est proposé dans le privé. Donc, on est confronté à tout ça et je peux vous dire que depuis plusieurs mois maintenant, je suis particulièrement impliquée sur la recherche de solutions. Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, qui est président du conseil de surveillance du CHU de Montpellier, qui est aussi président de la Fédération hospitalière de France, de la FHF Occitanie,
Quand il est venu mardi matin, on a évidemment évoqué la question de la psychiatrie comme d'une urgence. J'étais encore tout à l'heure avec Anne Ferrer, la directrice du CHU également, avec le directeur de l'hôpital quasi quotidiennement. Toutes les équipes à l'hôpital, à la Colombière à Montpellier sont mobilisées pour arriver à combler les trous dans le planning. Alors, je sais que ce n'est pas une solution, mais avant d'arriver à une solution plus pérenne, avec, je l'espère, la possibilité d'exercer un plein exercice du docteur Mpia à l'automne, eh bien, il y a en effet quelques mois, quelques semaines qui vont être compliquées. On a rempli un certain nombre de trous dans le planning, mais à ce stade, tous les trous ne sont pas encore comblés. Et donc, on continue d'arrache-pied à essayer de les combler parce qu'en effet, on est extrêmement attaché à cette offre de soins. Vous l'avez dit, je souscris à 100%, à 200% aux chiffres qui ont été mis en avant. Et également, ce sont des emplois, mais au-delà des emplois, c'est un service public. La santé mentale se dégrade au moment où on constate cette dégradation. Eh bien, c'est le moment où on a encore plus besoin d'accompagnement de proximité. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument que nous maintenions tout le service de psychiatrie à Millau. Et c'est écrit, même si vous ne l'avez pas évoqué dans votre commentaire, mais moi, je suis aussi tout à fait mobilisée. Je l'avais d'ailleurs évoqué quand j'ai reçu il y a quelques mois les représentants du personnel. Je suis très attachée à un service public de psychiatrie parce qu'il y a aussi un risque par rapport à ça. Et donc, c'est bien pour une psychiatrie publique que je me bats. Même si, comme je l'avais déjà dit, je crois, à ce micro, en préambule de notre conseil, il faut qu'on ait des collaborations avec Sainte-Marie, bien entendu, mais le service public de Millau doit rester un service public à Millau. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et écoutez, moi, je n'ai pas de baguette magique, donc je continue à essayer de trouver des solutions. Et chacun d'entre nous va continuer à essayer de trouver des solutions. Madame la maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc nous entendons vos arguments et on sait effectivement que tout le monde essaie d'œuvrer pour le bien fondé de l'offre de soins en Sud-Aveyron, en psychiatrie. Si vous voulez, aujourd'hui, l'inquiétude est grande et on sent une date d'échéance arriver prochainement. Ce qu'on entend, c'est que des décisions par défaut vont être prises en raison de l'absence d'un médecin sur Millau. Là, je peux vous dire qu'il n'y a aucune décision qui sont prises. Les seules décisions qui sont prises aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour maintenir un service de psychiatrie public à Millau. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autre. J'ai lu en effet dans la presse que vous évoquiez qu'une décision serait annoncée après les municipales. Je crois que c'est donner beaucoup de pouvoir à l'élection municipale parce que franchement, un service de psychiatrie publique dans une ville comme Millau et sur tout un territoire, parce que là on parle du Sud-Aveyron, c'est bien plus important qu'une échéance électorale. Donc les décisions, elles ne sont pas prises avant, après. Là, on se bat chaque jour. Aujourd'hui, il nous reste 5 semaines, 3 jours pendant 5 semaines à trouver. Voilà, là où on en est aujourd'hui, ce soir. Et chaque jour, pas chaque jour, mais chaque 2 ou 3 jours, eh bien, on remplit quelques cases. Voilà, on a encore des pistes. Madame Ferrer en a évoqué quelques-unes avec moi tout à l'heure. Et donc, moi, la seule décision que je prends à ce stade, c'est celle-là et pas une autre. Alors, ce que nous aimerions, parce que sur ces 2 dernières années, comme l'ont fait part mes collègues, on a eu beaucoup d'entretiens avec vous, avec le directeur. On a essayé souvent vainement d'avoir des entretiens avec l'ARS. Et si vous voulez, chaque acteur nous dit, ben oui, mais on va voir avec l'acteur qui est à côté de nous. Donc, ce que nous aimerions, c'est qu'aujourd'hui, et je pense qu'on peut faire innovation dans le domaine, et il y a souvent, comme vous l'avez cité, des intérêts mêlés, privés-publics, bien entendu, puisqu'on travaille tous ensemble, pour préserver cette offre de soins et qu'elle ne soit pas délocalisée, puisque c'est là notre priorité aujourd'hui, c'est préserver cette qualité de soins en Sud-Aveyron. Et aujourd'hui, même le professeur Capdevielle, quand elle intervient dans notre établissement, vante les mérites de nos équipes.
de tous les soignants, de tous les administratifs qui travaillent à œuvrer pour la santé du Sud-Aveyron. Hein. Donc, ce que nous aimerions, c'est qu'à un moment donné, Madame la maire, en tant que présidente du conseil de surveillance, en tant qu'élue, c'est que vous soyez un acteur majeur pour réunir tout le monde autour d'une table, avec les salariés, avec les élus, avec toutes les parties concernées, et qu'on puisse discuter en toute transparence en disant maintenant, on peut faire quoi pour mettre en œuvre quelque chose, on ne sait pas. Ça, après, aujourd'hui, l'ingénierie fait que, social, etc., fait qu'on trouve des solutions quand on veut en trouver pour faire travailler tout le monde côte à côte, que ce soit privé, public. Donc, ce qu'on demande, c'est peut-être une réunion avec tous les acteurs. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 ans, personne n'a été capable de se réunir, en tout cas notre présence, d'accord, autour d'une table et en disant maintenant, est-ce qu'on peut évoquer sereinement la situation? Donc, c'est ce qu'on aimerait, c'est qu'à un moment donné, l'ARS, les élus, toutes les parties prenantes, que ce soit le GHT ou autre, Sainte-Marie, je ne sais pas, c'est à réfléchir, mais que pour le respect de nos patients, des salariés et de leurs familles, parce qu'en fait, ça fait beaucoup de monde, hein. Comme l'a dit ma collègue, une personne sur 5 en France aujourd'hui aura ou a eu recours aux soins de psychiatrie. Donc c'est un enjeu majeur. On est dans une année de plus, hein, où on vante les mérites de la santé mentale. Donc je pense que c'est la moindre des choses qu'on doit à la population et à nos patients. Alors moi, je peux tout à fait essayer de réunir ces différentes instances, mais j'attire votre attention, enfin vous le savez pertinemment, mais là, la difficulté, c'est pas une organisation entre Sainte-Marie ou le CHU. Là, la difficulté, c'est véritablement arriver à recruter idéalement 2 postes en plus du docteur Empia. Voilà. On est vraiment là dans cette nécessité absolue. Si on a 2 postes et le docteur Empia, enfin, Alors, je vous entends, d'accord, mais dans 2 mois, hein, si mes souvenirs sont bons, c'est fin avril. non, 15 mai, je crois. Oui, en fait. 30 avril. Admettons, je crois que c'est fin avril, hein, mais ceci est un détail. Le docteur Gonzalez ne sera plus là. Ouais. Donc, qu'on ait trouvé ou pas de médecin, on va prendre plutôt par confort la solution négative. Si on ne trouve pas de médecin, il y a plusieurs options qui vont s'offrir à nous. Sainte-Marie, malgré qu'il n'a pas de moyens supplémentaires, nous, parce qu'aujourd'hui, pour que tout le monde le sache, les médecins et les structures qui nous ont dépanné, ce n'est pas Sainte-Marie, mais c'est le GHT. Mhm. Hein, je ne parle pas des hospitalisations d'office, c'est un autre sujet. Et le CHU en particulier. Et le CHU en particulier, c'est bien eux qui nous ont dépannés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, Sainte-Marie a fait une demande d'autorisation sur notre secteur, alors qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire face, d'accord? Mais ce qui va se passer, c'est que, comme vous le dites si bien, s'il n'y a pas de médecin, ce que l'ARS peut-être va vouloir, je ne sais pas, c'est à discuter, c'est un nom de médecin sur un papier. Parce que concrètement, je ne vois pas comment, à moins qu'il y ait une réflexion effectivement, mais de manière commune, on va avoir effectivement des médecins supplémentaires. Et pourtant, il va bien falloir prendre en charge ces patients pratiquement cohérents. Donc, ce que je crains, et mes collègues aussi, et pour des fois mes patients aussi, c'est que les décisions soient prises au dernier moment en nous rattachant administrativement, par exemple, à Sainte-Marie. D'accord? Parce qu'il faudra un nom sur un papier. Et on ne sait pas, on n'arrivera parce qu'aujourd'hui, malgré l'injonction de l'ARS de travailler sur une intégration entre guillemets sociale, juridique, c'est quelque chose de très vague sur le papier, il n'a pas vraiment de réflexion, d'accord? Et ce que je voulais dire, en tout cas, dans notre direction, il faut demander la masse salariale au niveau de psychiatrie. Donc, je trouve ce genre de réflexion assez choquant, d'accord? Mais encore une fois, ça nous craint, c'est pas une voiture de la caste sociale, alors, comme il n'y aura pas de médecins supplémentaires, parce qu'on va faire beaucoup de choses, une fois c'est un Canadien, une fois c'est un
D'accord? Il y a beaucoup de choses. C'est un minimum pour des soins, oui. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que moi et mes collègues, que les patients, c'est qu'on n'a pas la place et qu'on anticipe et qu'on fasse partie prenante de cette réflexion collective, qu'on anticipe de la part du docteur Gonzalez. Entendu. Ben, j'essaierai de monter cette réunion, mais ma priorité reste la recherche de médecins. Voilà. On est d'accord. Voilà. Alors, je voudrais rappeler quand même que si on est ici ce soir, c'est que la semaine dernière, le directeur, Monsieur Durand, au décours d'une petite réunion qui n'avait rien à voir et rien d'officiel, nous a dit qu'il prendrait une décision sous week-end. Sous week-end, c'est demain. C'est-à-dire que demain, on risque de nous annoncer, ou pas, quelque chose. Alors, quoi qu'il en soit, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a eu un CSE ce jour à Sainte-Marie, et qu'à Sainte-Marie, personne ne parle de rien. Voilà. Donc, ce à quoi il faut s'attendre, c'est que tout d'un coup, là, ça va tomber, c'est-à-dire qu'il va y avoir un arrêt sur image et qu'il ne va plus rien se passer. Donc après, autant dire que les négociations enfin, il y aura rien à faire. Et ce qui est quand même terrible, c'est que ça fait 2 ans que ça dure et jamais on n'est informé de quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez quand même la violence que ça peut être. À la fin de cette rencontre, le directeur qui nous dit qu'il va prendre une décision sous week-end nous demande de ne pas en parler, surtout autour de nous. écoutez, je ne suis pas au courant de cette prétendue décision sous week-end, pas du tout, alors que j'étais pourtant en ligne avec le directeur aujourd'hui, mais aussi 2 jours. Donc, je suis extrêmement surprise par ça, parce qu'on a vraiment mobilisé, justement, et je l'ai dit, mardi, donc c'était avant-hier, j'étais avec Michael Delafosse sur ce sujet-là, pour justement trouver des solutions. Et moi, je me suis opposée, en effet, question d'un possible rapprochement avec Sainte-Marie, je vous l'avais dit, et je le referai. Voilà. Donc, vous voyez la nécessité de mettre tout le monde autour de la table pour avoir un langage entendu par tout le monde. Entendu. Hein? Merci. Merci à vous, et puis bon courage. On entend votre détresse dans ce moment de grande incertitude pour vous, mais aussi pour les patients dont vous avez la charge. Madame au maître. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc déjà, je voulais vous remercier pour cette intervention, puisqu'elle a le mérite de faire entendre votre voix et celle de vos patients. Et puis surtout, je trouve ça mais dommageable, en revanche, qu'elle a le mérite de nous informer. Parce que ça, voilà, cette situation-là, si vous ne la communiquez pas, effectivement, on n'est pas au courant. Et voilà. Et effectivement, oui. Mais il y a 2 ans déjà, j'étais au moment du départ précipité d'un de vos médecins. Et donc, effectivement, l'urgence, là, on a l'impression d'arriver au pied du mur, alors que la situation est fragile. Elle est fragile, effectivement, depuis 2 ans, même au-delà. Et moi, je suis quand même surprise quand il y a un axe fort, et il est louable, de la santé de proximité, de l'offre de soins de proximité, qu'on en soit là aujourd'hui, qu'il y ait eu 0 anticipation finalement, puisque il y a des choses qui se prévoient, mais en tout cas, de manière, je ne nie pas peut-être un travail que vous avez effectué, mais il y a eu des fois où vous avez été peut-être plus prompte à communiquer sur des actions que vous faisiez, des lettres adressées à des ministres pour obtenir des postes dans d'autres secteurs. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'interpellation. Parce que Madame Omer, en fait, là, j'ai l'impression. Excusez-moi, je vous interromps juste parce que là, en fait, la question ne relève pas de faire pression sur des choix politiques. On a une psychiatrie, on a des postes ouverts depuis, je crois qu'on a 4 postes ouverts et 1 pourvu depuis 20 ans peut-être. Hein, non, il y avait Adrich à un moment donné, oui, d'accord, mais enfin. En tout cas, ça fait un moment qu'on n'a pas les 4 postes pourvus, juste. Donc là, la question, c'est pas de faire pression sur l'ARS, sur n'importe qui, c'est d'arriver à recruter. C'est juste ça. Et donc, on s'y emploie. Eh ben, en tout cas, il n'y a pas eu de choses, d'actions fortes, de réunions communes, de choses où il y a eu des sollicitations institutionnelles. Bon, alors évidemment, ça fait sourire, puisque chacune de mes interventions font tout le temps sourire. Mais
Mais il y a des choses qui n'ont pas eu lieu puisqu'on en est là aujourd'hui. Donc, j'espère effectivement que votre intervention aura son effet et je souhaite que vous parveniez à obtenir les réponses que vous voulez et les postes qui sont nécessaires et qui manquent cruellement. Juste pour partager la réalité, l'hôpital de la Colombière à Montpellier, Montpellier, c'est une ville qui accueille environ 5000 nouvelles personnes chaque année, qui est très attractive. Eh bien, ils sont néanmoins en difficulté par rapport au recrutement de psychiatres à la Colombière, dans un CHU. Donc, la difficulté est nationale. Moi, je discute avec le député Rousset sur ces questions de santé, de numerus clausus, assez régulièrement, parce que je trouve qu'en effet, ce qui doit être fait n'a pas été fait ni sous ce mandat, ni sur les 30 ans de mandat précédents. Donc, il y a une difficulté à laquelle on est tous confrontés, au travers de laquelle le pays en entier va avoir au moins 15 ans à tenir de très difficiles. Et donc, je ne crois pas qu'en faisant des réunions, on arrive à mieux recruter. Les services de l'hôpital sont vraiment au pied d'œuvre et je salue leur abnégation aussi parce que ce n'est pas évident d'être toujours à coller des plans. C'est une mission qui est très fastidieuse et ingrate. Et voilà, ça fait planer un risque sur tout le monde, y compris sur le directeur de l'hôpital qui endosse la responsabilité d'avoir un service sans médecin. Donc, vraiment, n'essayons pas, encore une fois, de monter les uns contre les autres. Là, je crois que nous avons besoin de collectivement retrousser nos manches pour arriver à recruter. C'est vraiment ça. Les postes sont là, les financements sont là. La seule chose qu'il nous manque, ce sont des médecins. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, eh bien, je vous remercie et nous allons peut-être pouvoir démarrer. Allez. Donc, la diffusion ne fonctionne pas malheureusement, mais on va enregistrer la séquence et elle sera du coup diffusée après la séance du conseil municipal, a posteriori. Voilà, donc, je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil municipal et je vais demander à monsieur le directeur général des services de bien vouloir procéder à l'appel. Messieurs, dames, le débat se passe ici. Merci. Monsieur le directeur, merci de bien vouloir faire l'appel. Merci, Madame la maire. Émilie Gonzel, Michel Durand, Jean-Pierre Masse, Valentin Hartal, Thierry Pérez Lafont, pouvoir à Charlie Médéros, Aurélie Aizon, Nicolas Vorel, Sylvie Martin Dumazer, je vais trop vite, Patrick Pess, Jean-Claude Benoît, Nadine Tuffery, Bouchra El Merouani, Yannick Douls, Marie-Ève Panis, Séverine Perretou, Charlie Médéros,
Fabrice Cointeau, pouvoir à Yannick Douls. Maguelone Guibert, pouvoir à Marie-Ève Panis. Lisa Sudre, pouvoir à Jean-Pierre Masse. Aurélie Falcon, pouvoir à Aurélie Aizon. Aurélien, décidément. Michel Vincent. Philippe Ramondinck. Karine Aumaître. Et Nathalie Faure. Elle est excusée. Elle vient de s'excuser, elle n'a pas pu se libérer. Merci, madame. Merci, monsieur le directeur. Donc, nous allons procéder à l'élection du secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de monsieur Artal, notre Benjamin. Je l'accepte et si vous me le permettez, en ton nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal, bon, vous voyez que je perds des cheveux, etc., je vieillis. Sur le prochain mandat, je risque de ne plus être le Benjamin de cette assemblée, donc plus le secrétaire de cette assemblée. Et je tiens à à formuler un remerciement chaleureux au service juridique et des assemblées qui nous a filé un coup de main, un sacré coup de main sur la rédaction des procès-verbaux. Et contrairement à beaucoup d'autres communes en France, ces procès-verbaux ont rarement fait l'objet de débats ou de contestations autour de cette table, donc ce qui prouve que le contenu était fidèle à nos échanges et aux décisions qu'on a pu prendre autour de cette table. Donc, merci beaucoup pour ce travail très compliqué. Voilà. Donc, je vous propose de mettre l'élection de Valentin Artal aux voix, des voix contre, des abstentions. C'est adopté, merci. Donc, nous passons au compte rendu du 17 décembre. Aviez-vous des remarques ou des questions sur ce compte rendu? Non. Je mets aux voix, des voix contre, des abstentions. C'est approuvé. Et donc, nous passons au point d'information du CCAS. Je passe la parole à madame Dumazer. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, un petit tour d'horizon de notre CCAS et de tout ce qui est en cours ou qui a été validé cette année. Donc, un point sur l'épicerie sociale qui a connu son premier bilan. Elle avait ouvert l'année dernière au mois d'avril. S'est tenu récemment le comité de pilotage qui réunissait tous les partenaires. Et cette rencontre a permis de mettre en évidence la pertinence du dispositif au regard des besoins identifiés sur le territoire, une dynamique partenariale fédératrice autour de ce projet et qui va encore s'enrichir cette année, puisqu'on a eu de bonnes nouvelles, et l'impact concret en matière de soutien au public fragilisé, qui est d'ailleurs renforcé par l'accompagnement des ateliers de sensibilisation et de prévention qui sont proposés afin de favoriser l'insertion sociale à tous les bénéficiaires de l'épicerie sociale, avec une file active aujourd'hui de plus de 65 familles et qui va arriver à 100 familles d'ici le mois de septembre. Donc, on est vraiment dans ce que nous avions prévu dans notre enveloppe et dans l'accueil de ces familles. Le bilan du pôle social, donc au CCAS, un bilan au pôle social en fréquentation, en augmentation. On est sur une moyenne de 40 passages par jour de personnes, en physique, hein, je ne parle pas des appels téléphoniques. Et on est à peu près à plus de 1300 entretiens professionnels réalisés sur l'année, une moyenne de 6 par jour, donc on est en augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, ces chiffres traduisent la forte sollicitation de ces services de qualité et le travail accompli par les agents et aussi la visibilité du CCAS qui, on s'en souvient, au début de mandat, n'était pas encore vraiment effective, en tout cas sur les publics ciblés et sur les publics qui pouvaient demander des services au CCAS. On est aujourd'hui en haut on est au pic en fait de toutes les possibilités, enfin de toutes les demandes que nous avons eues ces 5 dernières années. Le bilan de notre référent inclusif sera présenté le 26 février prochain. Les actions en direction des aînés, donc le repas des aînés, ça demeure le temps fort de la vie de la commune. Le prochain repas des aînés aura lieu ce dimanche, en forte augmentation par rapport à l'année dernière au niveau des inscriptions, puisque l'année dernière, nous avions 361 personnes âgées inscrites et présentes. Cette année, nous sommes passés à 410 personnes inscrites. Donc voilà, on accueillera nos aînés d'une très belle façon encore en musique ce dimanche. Le prochain thé dansant se tiendra le 12 mars au foyer Capelle. Et nous attendons aussi beaucoup de monde. Et pendant le repas des aînés et le portage des repas seront aussi distribuées la lettre d'information sur le registre des personnes vulnérables. Pour que, voilà, c'est pas un nouveau dispositif, mais c'est la continuité, le renouvellement. Au niveau du pôle petite enfance, l'actualité récente, donc c'est samedi dernier le Forum Famille pour sa 4e édition, qui était revenu donc en centre-ville à la Chapelle du Créa et dans
l'Agora de la MJC. Un événement qui a encore eu un vif succès auprès des professionnels mobilisés. On avait une vingtaine de professionnels mobilisés, à la fois des partenaires institutionnels et puis des familles. C'est un espace d'échange, on y est resté un bon petit moment, c'est un espace d'échange très sympathique et on voit que les parents, on a compté que les parents restent à peu près 2 heures sur le site et il y a énormément d'animations qui sont proposées à la fois pour les enfants mais aussi parents-enfants. Donc il y a voilà, tout un travail autour de la parentalité. Cette année, on a eu plus de 150 familles présentes sur la journée. Donc c'était encore une belle réussite. Voilà ce que je peux vous dire pour le bilan du pôle social de ce trimestre. Merci. Merci, Madame Dumazer. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je vous propose de passer à l'ordre du jour en démarrant par l'énumération des décisions de la maire. Est-ce que vous aviez des questions? Pas de questions. Alors, je vais juste revenir parce que vous m'aviez posé une question, Madame Aumaître, la dernière fois sur le montant du coût du déplacement pour le congrès des maires. Donc, je crois que je vous avais dit environ 600 €. En fait, on est encore en deçà parce qu'on est à 325 € sur l'hébergement et 131 € sur l'essence pour l'aller-retour pour 4 personnes. Voilà, 456 € pour ce déplacement. Et dans le prolongement, Monsieur Doulz, vous aviez souhaité connaître le bilan des frais de réception et des frais de mission sur le mandat. Donc, nous avons demandé au service de compiler le coût pour le mandat et de le comparer également au mandat précédent. Donc, sur les frais de réception, sur le mandat précédent, nous étions... Enfin, je fais au global peut-être dans un premier temps. Au global, nous étions à 163 000 € de 2014 à 2020 et nous sommes à 72 000 € de 2020 à 2026. Et précisément, sur les frais de réception, 131 000 € versus 60 000 €, donc moins de la moitié. Et sur les frais de mission, 32 000 € pour le mandat Saint-Pierre, 12 000 € pour 6 ans sur le mandat qui s'achève. Donc, nous avons divisé par 3 les frais de mission sur ce mandat. Donc, je pense qu'en termes d'exemplarité, il n'y a pas grand-chose à dire parce que sur 6 ans de mission, avec y compris des voyages dans nos comités de jumelage, 12 000 €, je pense qu'on a fait preuve d'exemplarité à laquelle nous nous étions engagés. Des remarques? Merci. Merci pour ces précisions. Monsieur Artal? Au-delà des chiffres bruts, je voudrais dire que quand même, symboliquement, il n'y a pas un exercice budgétaire sans qu'on n'ait pas aussi demandé des efforts à nos services. J'espère que le fait de savoir que les élus, on a été aussi embarqués dans ces efforts-là, ça prouve bon, voilà, on a été un peu solidaires de tout ça. C'est vrai qu'à chaque fois, on a eu un peu mal au cœur de demander des économies, pas de bout de chandelle, mais qui étaient utiles pour redresser les comptes de la collectivité. Et donc, pour le coup, on y a bien contribué et j'en suis fier. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose de passer au rapport numéro 2, donc qui concerne le budget 2026. C'est notre premier budget pour la régie des parkings, donc un budget annexe des parkings, qui est un budget de transition, parce que du coup, on est sur 4 mois qui seront à partir de septembre sur la future régie. Et je précise juste que ce budget on vous propose de le voter sans subvention du budget général. Donc voilà, un premier budget de transition. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Rapport numéro 3 concerne Aveyron Habitat et nos classiques garanties d'emprunt. Et là, il s'agit de rénover ce qu'on appelle les 21 logements qui sont situés 24 rue Lucien Coste à Millau, pour un montant d'un peu plus de 500 000 €. Et donc, comme d'habitude, la commune garantit 25% de cet emprunt, soit 128 625 €. Des questions? Non. Donc, je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté.
Je vous propose, sur le rapport 4, d'approuver le plan de financement prévisionnel de la nouvelle cuisine centrale, dont le projet avance. Peut-être je vous laisserai la parole, Madame Maison, s'il y a des choses à en dire. Pas de nouveau. Bon. Alors, je reste sur le plan de financement. Donc, l'ensemble des dépenses équivalent à 5 473 000 euros. Et sur les recettes, donc, il s'agit de demander de la DSIL à l'État sur 3 ans à hauteur de 1,1 million, à l'Agence de l'eau, 120 000 euros, à la région Occitanie à hauteur de 480 000 euros, au département de l'Aveyron, 20 000 euros, et au leader, et j'ai dit, pardon, 200 000, oui, oui. 200 000 euros, en effet, et à l'Europe au travers du leader, 100 000 euros. Donc, avec un autofinancement à hauteur de 3,4 millions restant à la charge de la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame au maître? Donc, alors, pour garantir, parce que c'est quand même un projet conséquent et bien mené, mais pour garantir donc la pérennité de cet investissement, l'étude menée pour définir les besoins auxquels doit répondre le nouvel équipement, ce projet prévoit-il une évolutivité du bâtiment? Prévoit-il des réserves foncières ou une architecture modulaire en fonction d'une évolution possible des besoins qui irait au-delà des 1800 repas qui ont été ciblés? Voilà, c'était sur cette interrogation-là, sur l'après et une nécessité peut-être de s'adapter. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que le bâtiment est prévu, effectivement, pour. Alors, on a choisi on a choisi l'architecte aussi qui a présenté un bâtiment qui nous semblait, si besoin, répondre à une possible extension. Et il n'occupe pas l'ensemble, la totalité du terrain. Et par ailleurs, on est parti quand même sur une fourchette haute donc la moyenne 1800 à 2000 repas jour. Donc déjà, voilà, il y aura l'espace pour se faire. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et j'aimerais juste pouvoir préciser que, parce que je vois qu'il y a aussi de la désinformation qui circule, mais il n'y a pas de verger prévu à la cuisine centrale. Voilà, je voulais juste te dire ça, c'est-à-dire on ne va pas cultiver des fruits ou des légumes juste à côté de la cuisine centrale. Je voudrais quand même le préciser parce que ce projet, il est voilà, c'est pas l'idée. Oui, autant c'était dans nos réflexions au début du mandat, en effet, quand on a été élu, on se demandait si on allait pouvoir peut-être, comme le fait Montsartou, essentiellement, avoir un verger. Voilà. Du maraîchage municipal. Et puis, on a fait le choix de s'appuyer sur le jardin du Chéran parce qu'il y a aussi la dimension insertion par l'activité économique et qui nous a convaincus de travailler le partenariat avec eux et de ne pas y aller. Donc, on n'y va toujours pas. On reste cohérent. Oui, ok. Alors, très bien pour ces précisions qui, effectivement, viennent peut-être d'une incohérence avec le début, les propositions peut-être qui avaient été faites au début, donc à vérifier. Mais très bien. Mais alors, vous avez parlé dans la brochure du magazine là, de cette période de scolaires qui seraient susceptibles de... Ah oui. Voilà. C'était déjà le cas. De venir visiter la visiter. cuisine, bien sûr. Et, il n'y avait pas de jardin pédagogique qui avait été évoqué il y a récemment. Alors, peut-être c'est du thym, du laurier, enfin voilà, un jardin aromatique, mais voilà, c'est vraiment très. Et dès aujourd'hui, enfin, actuellement, il y a déjà des classes qui vont un peu moins ces derniers temps, mais il y a régulièrement des visites de classe à la cuisine centrale parce que ça fait partie de tout le process d'éducation, en fait. Oui, tout à fait. Et il y a une proposition de loi là, qui est passée aussi cette semaine sur justement l'alimentation au cœur des savoirs. Et j'espère voilà, que ça puisse être porté aussi, d'aller aussi vers les enfants, c'est-à-dire pourquoi pas que les cuisiniers viennent aussi auprès des enfants et que des ateliers goût aient lieu aussi dans les écoles. Je pense que c'est essentiel dans le cadre aussi de ce projet de loi avec ces besoins qui sont exprimés nationalement. Madame Grégoire qui a fait cette proposition de loi, si vous voulez vous y intéresser.
Merci, Madame Maison. Alors, juste Madame aussi, Maître. oui, enfin, les semaines du goût, etc., c'est des choses qui se font déjà. Et autre question aussi, c'était sur le devenir du bâtiment actuel. Le bâtiment actuel, on va le garder en propriété foncière de la commune. On a un autre projet, mais qui est encore trop peu avancé pour que je puisse l'évoquer ce soir. On le garde parce que c'est un patrimoine qui peut être intéressant à d'autres finalités. Voilà. Je vous en prie. D'autres questions? Non? Donc, je mets ce plan de financement aux voix, des voix contre, des abstentions. C'est adopté, merci. Rapport numéro 5 concerne la subvention à l'association SOS Méditerranée. Donc, c'est maintenant traditionnel, hein. Tous les ans, nous renouvelons notre soutien à SOS Méditerranée. J'ai envie de dire malheureusement traditionnel parce que tant qu'il y a besoin de soutenir SOS Méditerranée, ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui se noient dans la Méditerranée. Depuis 2014, on dénombre au moins 33 177 personnes qui ont disparu en mer, dont 1700 en 2025. Et les équipes de l'Ocean Viking ont porté secours à plus de 42 000 personnes, dont 10 387 enfants. Voilà. Ces chiffres sont toujours aussi glaçants. Mais même si notre collaboration est symbolique, 500 €, eh bien, ça permet de réaffirmer que nous ne souhaitons pas nous résigner sur ces questions de mort de migrants. Voilà. Donc, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Merci. Et je vais passer la parole à Monsieur Durand pour la partie RH avec le rapport 6 qui concerne une délibération portant attribution des cartes cadeaux aux agents retraités. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il était de coutume de remettre une carte cadeau d'une valeur de 60 € aux agents qui partent à la retraite. Ça se fait depuis de nombreuses années. Sauf que la DGFiP, la Direction Générale des Finances, nous demande de délibérer pour pouvoir attribuer cet avantage. Donc, il vous est proposé ce soir de délibérer pour que nos retraités, nos futurs retraités, puissent bénéficier de cette carte cadeau lors de leur départ en retraite. Et puisque c'est la soirée des remerciements, ce soir, je tiens à remercier aussi l'ensemble des agents, au-delà des futurs retraités, qui ont collaboré sur ces 6 ans de mandat et vraiment les remercier de leur collaboration et leur tirer un bon coup de chapeau ce soir. Donc, mais aujourd'hui, il nous revient d'instituer ce dispositif d'attribution de chèques ou de cartes cadeaux aux agents de la ville à l'occasion de leur départ en retraite au titre de l'année 2025 et durant les années suivantes, et d'autoriser bien sûr Madame la maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches nécessaires. À savoir que les cartes cadeaux sont des cartes Vivre Millot pour les commerçants mis à voix, bien entendu. Pour être bien certain qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, ce n'est pas une nouvelle action, c'est une action qui existe depuis fort longtemps. Il faut juste la régulariser administrativement. Hein, voilà. La DGFiP est tatillonne. Donc, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Rapport numéro 7 concerne la nomination du directeur de la régie municipale, voilà, qui prend au fil des délibérations un peu plus forme. Voilà, tout à l'heure, on a évoqué le budget. Là, il s'agit de la nomination de ce directeur du municipal des parkings, de fixer sa rémunération. Donc, depuis juin 2025, on a évoqué l'idée de reprendre cette régie en régie directe, ces parkings. Donc, à compter du 1er septembre, ça sera effectif, mais on est obligé, il nous faut un directeur, bien entendu, on l'avait déjà évoqué aussi, puisqu'on avait fixé son statut. Donc, à ce jour, la société Q-Park emploie 3 salariés de droit privé, qui sont sur des contrats de droit privé sur le site de Millau, un responsable de centre de profit et 2 agents d'exploitation. Donc, les missions de ce responsable de centre profit sont en grande partie similaires à celles qui seront confiées au directeur de la régie. Donc, il nous apparaît naturel d'avoir proposé à cette personne de remplir le poste. Dès lors, il nous a paru opportun d'occuper ce poste, de lui proposer l'occupation de ce poste. Donc, on vous demande de sa nomination serait de nature à permettre une continuité managériale, de sécuriser le processus de transfert du personnel des équipements et garantir la continuité d'exploitation du service. Lui, il a un petit statut particulier parce qu'on ne peut pas le recruter dans un contrat de droit privé. Donc, les 2 autres agents seront recrutés dans un contrat de droit public, mais lui, il doit relever d'un contrat de droit public. Donc, en conséquence, de droit public. Ne me perturbez pas, monsieur Gaz.
Donc, en conséquence, voilà, on vous demande d'approuver la nomination à compter du 1er mars de l'actuel responsable du centre profit, je ne sais pas pourquoi centre profit, mais c'est la dénomination, au centre profit, au poste de directeur de la régie municipale à temps complet relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux catégorie B pour assurer la direction de la régie municipale dénommée Régie des parkings de Millau et d'acter donc que sa rémunération sera rétablie en référence à l'échelle indiciaire du grade de technicien territorial principal de première classe à laquelle s'ajouteront les suppléments et indemnités en vigueur dans la collectivité et d'acter tout ça. Donc, son temps de travail au 1er mars et au 31 août sera fixé à hauteur de mi-temps pour permettre la transition. Et ensuite, il prendra ses fonctions à plein temps au 1er septembre. Voilà. Merci. Très bien, donc on va pouvoir continuer à structurer cette reprise en régie du stationnement pour être prêt au 1er septembre. Des questions? Oui. Oui. Donc, alors sur le fond de la délibération, évidemment, aucune remarque. Or, j'ai encore une réserve sur la méthode, parce que c'est la 3e délibération, il me semble, sur laquelle on est amené à se prononcer. Et voilà, pour cette mutualisation. Et on arrive presque au terme du processus et il n'y a toujours pas la pièce fondamentale du protocole qui permettrait quand même d'éviter que nous avancions là, nous, dans nos regards, dans nos prises de décision à l'aveugle. Et je trouve que sur ce que ça va peser sur la commune, etc. Et je trouve ça regrettable. Quelle est-elle, cette pièce fondamentale, Madame Aumaître? Le protocole de transfert. Entre le passage entre la gestion QPark et la gestion municipale. Il y a une fin de contrat de la DSP. Oui, il n'y a pas de protocole. Hein. Non, mais le document global sur ce passage à la gestion municipale que je vous ai réclamé même à la délibération précédente sur ce sujet. En fait, là, on suit des procédures administratives qui sont voilà, les unes derrière les autres, en effet, qui permettent d'avoir tous les éléments. Mais quels éléments vous aimeriez avoir en particulier, en fait, au-delà d'un document protocole? Je crois que ça va apporter une responsabilité sociale, technique, financière, tout cet aspect-là qu'on n'a pas, alors que ça revient à la gestion dans une gestion municipale. On a proratisé l'année dernière 250 000 euros, 200 000 euros, je ne sais plus, pour pouvoir constituer le fonds de roulement de la future régie. Après, l'idée, c'est que la régie ne pèse pas sur le budget général. C'est au contraire qu'elle vienne approvisionner finalement le budget général. Donc, je ne vois pas trop. Après, c'est une fin de concession. Monsieur Durand. Après, vous avez dans la délibération 2 le budget, si vous l'avez regardé, puisque vous l'avez voté. Donc, vous avez les réponses là-dedans. Oui. Est-ce je n'ai pas le sentiment qu'on ait vraiment répondu, mais on a du mal à savoir exactement ce que vous attendiez. Bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Merci. Le rapport numéro 8 concerne l'intégration de l'Office de tourisme dans l'amicale du personnel mairie, CCAS, Comcom. Et voilà, tout est dit. En fait, l'amicale intercommunale du personnel, donc à ce jour, comprenait la mairie, bien entendu, la communauté de communes et le CCAS. Il a été fait la demande par l'Office de tourisme d'intégrer cette amicale. Donc, bien sûr, il a fallu revoir les statuts, enfin, en accord avec le bureau de l'amicale. Ce qui a été fait, ça a permis de les toiletter aussi. Et donc, dans les nouveaux statuts, dorénavant, on intègre l'Office du tourisme. Donc, voilà, c'est pour vous faire valider cette intégration, bien sûr, qui est passée en commission des ressources humaines le 28 janvier dernier. Et qui a été validé à l'Office de tourisme. Et qui a été validé à l'Office de tourisme, qui a été validé à la communauté de communes également. Oui. Des questions? Non? Donc je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Rapport numéro 9 concerne le tableau des effectifs. Voilà, un tableau des effectifs en création cette fois-ci, puisqu'on n'a pas. Enfin, maintenant, depuis 6 ans, vous le savez, il n'y a pas de suppression puisqu'il n'y a pas eu de CST dernièrement. Donc, il s'agit essentiellement d'avancement de grade. Donc, je vais vous les énumérer. Après avis de la commission favorable, bien sûr, des ressources humaines du 28 janvier 2026.
Donc, la nécessité de création d'un emploi de rédacteur principal de première classe à temps complet, là, c'est un avancement de grade, de 2 emplois de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet, là aussi, c'est 2 avancements de grade, un emploi d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, avancement de grade également, la création d'un adjoint administratif principal de deuxième classe, c'est pour le pôle administratif, on l'avait évoqué un ou deux conseils un peu précédemment, donc on crée l'emploi. La création d'un emploi d'agent administratif à temps non complet, là, c'est à l'accueil à 50%. Et 3 emplois d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet, là, c'est 63 avancements de grade au service éducation, au service sport et au service archives. Et un emploi d'étapes principal de deuxième classe à temps complet, donc c'est un avancement de grade, et comme son nom l'indique, c'est un étapes. Donc dès lors, il vous est demandé d'approuver ces créations de postes et ce tableau des effectifs. Des questions? Non, je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Rapport numéro 10 concerne une convention de mise à disposition de personnel entre Ville de Millau et Parc naturel régional. Donc, le pôle administratif, on y revient, puisque nous avons recruté une personne qui était précédemment au Parc régional des Grands Cosses, qui était agent du Parc régional des Grands Cosses. Il nous a été demandé, dans un esprit de tuilage, de pouvoir le mettre à disposition à 50% de son temps de travail du 1er mars au 31 mars pour pouvoir donc effectuer ce tuilage, ce que nous avons bien entendu accepté. Donc, il vous est dès lors proposé de permettre cette convention de mise à disposition au profit du parc. Des questions? Non, je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Merci Monsieur Durand. On va passer la parole à Monsieur Mas pour le sport et une première convention de partenariat entre Ville de Millau et Somme Foot. Oui, bonsoir à tous. Alors, il va y avoir 3 conventions qui sont des conventions qui concernent les clubs pour lesquels on donne une somme supérieure à 23 000 €. Bon, c'est chaque année un petit peu les mêmes. Alors, pour le Somme Foot, c'est le 2e club du département au niveau du football. Dans le cadre de la politique sportive définie par la ville, celle-ci souhaite apporter son soutien aux associations sportives qui poursuivent un but d'intérêt public local et contribuent au développement durable du territoire par la mise à disposition d'équipements municipaux, par l'attribution de subventions, par la mise à disposition de matériel lors de manifestations. Cette convention doit établir les conditions d'attribution de la subvention et l'engagement des 2 parties pour l'année 2026, à savoir pour la ville de Millau, le versement des subventions suivantes. Donc, il y a une subvention ordinaire de fonctionnement d'un montant de 29 500 € versée en une seule fois, une subvention de manifestation pour l'organisation du tournoi national de foot qui se tiendra mi-juin de montant de 4 500 € versée en 2 fois. L'aide directe représente un total de 34 000 € à laquelle s'ajoute une aide indirecte de 92 000 €. C'est listé dans la convention. Donc, cette aide indirecte consiste notamment à la mise à disposition gratuite tout au long de l'année d'installations sportives, de salles de match, le clubhouse matériel. Voilà, je vous remercie d'approuver cette délibération. Des questions? Non, je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté. La suivante, c'est la même chose avec le Somme Rugby. Le Somme Rugby, donc pilier incontournable du sport mi-avois. Cette convention, comme le foot, elle doit établir les conditions d'attribution de la subvention et l'engagement des 2 parties pour l'année 2026. Pour le rugby, donc la subvention de fonctionnement est d'un montant de 24 000 €. Une subvention exceptionnelle de fonctionnement qui existe depuis que le club est en fédéral 2 de 20 000 €. C'était juste cette année, hein, puisqu'ils se sont sauvés de justesse. Une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 5 000 € pour les jeunes filles qui sont en élite 1 au plus haut niveau national. Donc, tant qu'elles resteront dans cette division, elles auront cette subvention. 2 autres subventions, l'Open Société, 4 400 € et le Réveillon du 31 décembre, 3 000 €. Ces 3 000 € qui sont inscrits sur la solidarité. Je vous remercie d'approuver aussi cette convention. Des questions? Non, je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Et la dernière concerne le partenariat avec l'association Millau Capitale du Sport. Oui, considérant que depuis 1986, l'association Millau Capitale du Sport organise chaque été, via un centre de loisirs déclaré
auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, des stages sportifs de 5 jours pendant 4 semaines en demi-pension pour les jeunes mis-à-voix âgés de 9 à 15 ans. La ville de Millau soutient le fonctionnement du centre de loisirs par le biais d'une convention de partenariat pluriannuelle. Elle est donc conclue là pour 3 ans, 2026 à 2028. Le versement d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2026 de 30 000 € permet l'exploitation et l'équilibre du budget du centre de loisirs. En outre, la ville soutient cette structure qui répond aux besoins des familles puisque chaque année, les 4 semaines de stage proposées affichent complet. Plus de 300 jeunes mis-à-voix profitent ainsi annuellement des structures de la compétence des éducateurs sportifs de la ville qui sont mis à disposition. Donc, pendant les 4 semaines de stage, il y a 6 étapes à temps complet, dont un qui est nommé directeur du centre de loisirs et un agent technique pour le soutien logistique du lundi au vendredi. En contrepartie de cette mise à disposition de personnel municipal, l'association Millau Capitale du Sport versera en 2026 à la ville la somme de 28 000 € correspondant au montant de la masse salariale. Je vous remercie d'approuver cette convention. Ouais, il y a juste une petite modification en fait par rapport aux années précédentes Oui. qui est liée voilà, à un temps partiel de nos étapes. C'est pour ça que ce n'est pas 30 000 et 30 000, parce qu'il y a un petit CDD qui sera pris en complément pour aller jusqu'aux 30 000. Exactement. Une personne qui part en retraite bientôt. Oui, j'ai voté. Je suis passé à voter. Oui. Donc, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Merci beaucoup. Alors, j'ai, comme chaque année, au mois de février, je prends un petit moment pour vous faire le petit bilan de l'année au niveau du sport. Le montant des subventions est maintenu cette année à 331 500 €. Les dépenses à caractère général, comme l'entretien des gymnases, par exemple, c'est 134 000 €. Donc, le budget total, c'est 465 760 €. Les heures d'utilisation des plateaux sportifs, ça, c'est très intéressant. Les associations, donc, c'est 21 260 heures en augmentation de 19%, dont 14 013 heures pour l'indoor en augmentation de 32%, la 32% depuis 2020. Pour les scolaires, c'est 8 557 heures au total, 5 590 en indoor. Donc au total, 29 812 heures, ce qui fait plus 21% par rapport au début, dont 19 604 en indoor, plus 29%. Sachant que pour les scolaires dont je vous parlais, il y a 3 800 scolaires qui bénéficient de nos gymnases et de toutes nos installations. Bien entendu, ceci a été rendu possible parce que il y a eu des améliorations que vous connaissez au niveau des gymnases et des terrains. J'aurais un petit mot pour les agents à ce sujet-là, parce que Michel l'a dit, on ne remercie, moi j'essaie de les remercier souvent parce qu'ils font un travail extraordinaire. Je pense à eux qui permettent l'accueil des élèves et des 7000 sportifs mis à voix dans de très bonnes conditions chaque année. Et actuellement, je pense plus particulièrement à ceux qui s'occupent des stades à l'extérieur, qui vivent une période infernale. Parce qu'ils souffrent avec nous, avec l'eau qui tombe, pour maintenir des terrains quand même en état, pour que le foot et le rugby notamment puissent continuer le samedi et le dimanche à avoir des matchs qui se déroulent à peu près normalement. Malgré le temps, il n'y a eu qu'un arrêté. Donc je tenais vraiment à les féliciter. Les travaux 2025, les investissements, donc la terminaison du terrain de Catona en synthétique, 1 180 000 €. Les nouveaux conteneurs de stockage pour le foot et le rugby, qui sont un petit peu plus présentables que ce qu'on avait avant. L'éclairage du parking de Mi-Hôtel Club. L'éclairage du parking du Parc des Sports pour 29 000 €. Le relamping du terrain Broussou, le terrain annexe du municipal, pour 80 000 €. Et la sécurisation de la main courante pour 25 000 €. La création d'un street workout à Gourdebad, ça c'est la votation citoyenne, 44 000 €. Et la participation de la ville aux cibles de stand de tir, on a participé à hauteur de 20 000 €. Pour 2026,
ce qui est déjà lancé. Le complexe paddle avec 3 terrains couverts pour 1 million d'euros, ça arrive très certainement en avril. Et un terrain découvert, 3 couverts, 1 découvert. La création d'un city stade au stade scolaire pour 90 000 euros. Le complexe tennis, la rénovation d'un terrain complet pour 73 000 euros avec le relamping. La toiture du parc des sports qu'on attend depuis longtemps, on a réussi enfin à la mettre donc au programme pour 295 000 euros quand même. Et le parc Aquavague pour une réfection du système hydraulique qui fonctionnait très mal et qui devenait dangereux pour 30 000 euros. Les licenciés, ça vous intéresse aussi, les 12 plus importants licenciés, les 12 clubs les plus importants. Sachant donc qu'il y a 67 000 licenciés en tout. Sur ces 7 000 licenciés, 70% sont de Millau et 36% sont des femmes. Donc les 12 premiers, le foot, 499, l'aquagrimpe, 385, le Somme Rugby, 363. Le Somme Rugby, il y a une différence par rapport à avant parce qu'il y a eu un deuxième club qui s'est créé, qui a pris des féminines, donc qui a fait que le nombre de licences du Somme Rugby a diminué. Le Somme Hirondelle, position 297, la retraite sportive, 234, le Somme Handball, 230, le Somme Tennis, 229, la MJC, section sportive, 228 avec 3 sections importantes, le volley, le kayak et la natation. Le Somme Basket, 200 tourons comme l'Alpina. La pétanque joyeuse, 185 et Gymtavi, 170. Ça, c'est les 12 premiers. Un petit mot pour le basket et le handball qui ont augmenté de façon considérable depuis le début du mandat, bien évidemment, grâce au deuxième gymnase. Pour les moins de 18 ans, donc c'est à peu près pareil. C'est le foot en premier, 367, le rugby 314, l'hirondelle qui gagne une place, 290, le basket 168 et le hand 157. 8 clubs sont labellisés par leur fédération, c'est énorme ça. Des labels différents que je pourrais vous donner si ça vous intéresse. L'athlétisme, le basket, le hand, le taekwondo, l'aquagrimpe, le judo, le foot et le rugby. Les plus gros budgets, les 3 plus gros budgets, le rugby, 817 000 euros, l'aquagrimpe, 397 000 euros, le foot, 348 000 euros. Le budget total des associations subventionnées, c'est 5 millions d'euros, le budget total des associations subventionnées à Millau. Un petit mot sur le parasport. Il y a aujourd'hui une quinzaine de clubs engagés à différents niveaux. Des avancées réelles ont été mises en œuvre, mais certains équipements sportifs ne sont pas en mesure encore de les accueillir. Je pense à l'Hirondelle, par exemple, qui est situé à un endroit où, pour l'instant, ils ne peuvent pas faire du parasport. Les emplois associatifs, le sport, c'est à Millau 29 emplois à temps plein, 5,5 pour le rugby et 5 pour Aquagrimpe, qui sont les plus gros pourvoyeurs d'emplois. Je finirai en vous parlant du parc Aquavague avec une augmentation des recettes, encore cette année de 6%, 15 000 entrées pour 66 000 euros de recettes. Je vous parlerai aussi des étapes. Nous avons toujours 8 étapes qui s'occupent de 1200 enfants. C'est quelque chose de extraordinaire, ça à Millau, qui est une force incroyable quand on en parle avec d'autres villes. C'est une chance pour Millau, ça nous fait des enfants sportifs, des enfants qui rentrent en 6e et qui sont plus sportifs, ce qui fait aussi que Millau est une ville sportive et que Millau a des résultats dans beaucoup de domaines, comme nous le voyons chaque année lorsqu'on fait la cérémonie des sportifs de haut niveau qui aura lieu un petit peu plus tard. On peut aussi parler, pour finir, de Millau, capitale des sports, avec les mercredis d'éveil sportif, avec 70 enfants, et puis les stages dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec 300 enfants qui sont accueillis chaque année avec des tarifs très bas qui leur permettent à certains de pouvoir passer des journées avec une journée complète et le déjeuner et le goûter. Voilà, j'ai à peu près fait un tour de la situation sportive de Millau. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.
Nous allons passer au projet de délibération numéro 14 et passer la parole à Madame El Merouani pour une concession de service public relative à l'exploitation et à la gestion de l'aire de stationnement des camping-cars avec l'approbation de nouveaux tarifs. C'est ça. Donc, Camping-Car Parc est le délégataire de service public pour la gestion et l'exploitation de l'aire de stationnement camping-car depuis 2013. La convention de délégation de service public prévoit que les tarifs peuvent évoluer sous réserve d'une information préalable de la ville. La ville de Millau exerce un contrôle sur l'exécution de la convention de délégation de service public, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des tarifs et la continuité du service public. La société Camping-Car Parc, en tant que délégataire, sollicite une évolution tarifaire des prestations de l'aire de stationnement des camping-cars à compter de la saison 2026, afin de prendre en compte l'inflation, l'augmentation du coût des énergies, l'évolution de la taxe de séjour appliquée sur le territoire, mais aussi d'harmoniser les tarifs des différentes aires de stationnement pour camping-cars à l'échelle du département. Donc, les nouveaux tarifs proposés sont les suivants. Pour 24 heures à l'année, 14,60 € TTC, et tarif des services pour 5 heures, 6 € TTC. Donc, il vous est demandé d'approuver ces nouveaux tarifs. Merci. Merci Madame El Merouani. Des questions? Non, je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Nous allons passer la parole à Madame Peyretout pour 3 rapports concernant le commerce. Je crois que j'en ferai que 2 et Monsieur Medeiros fera le 3e. D'accord, ok. Donc, premier rapport qui concerne l'association des commerçants de la rue Droite. Donc, cette association a pour objet de regrouper les commerces et les bureaux de la rue Droite de Millau pour mettre en place des animations permettant d'animer la rue. Et donc, comme les années précédentes, la ville souhaite continuer d'accompagner cette association au travers de l'octroi d'une aide de 500 €, sachant que la communauté de communes également verse une aide de 500 €, ainsi que l'apport d'un appui technique au travers de l'action du manager de commerce. En contrepartie, l'association s'engage en lien avec les acteurs du commerce à une réflexion et un plan d'action pour l'organisation de nouvelles actions collectives et individuelles. Bon, c'est une délibération récurrente. De toute façon, tous les ans. Des questions? Non. Je mets aux voix, des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Peut-être juste dire que hier soir, j'étais au conseil d'administration de l'Office du commerce et de l'artisanat et qu'ils ont encore pléthore d'idées et d'animations à venir pour les prochains mois. Donc, saluer peut-être la dynamique quand même dont font preuve nos associations de commerçants en général et peut-être l'OCA en particulier. Saluer la réussite de la foire d'automne qui a été... Donc, l'OCA, on y arrive. C'est maintenant. Allez. Donc, l'Office du commerce et de l'artisanat, que je ne présente plus ici. Donc, pareil, comme pour les commerçants de la rue Droite, l'idée, c'est de poursuivre notre accompagnement avec l'octroi d'une aide annuelle de 8 500 € et une aide qui est également versée par la communauté de communes à la même hauteur de 8 500 €. Voilà. Idem. Des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Merci. Et donc, la 3e, on va passer la parole à Monsieur Medeiros pour l'association des Halles. Oui, alors là, ça concerne effectivement l'association des Halles. Je vais, plutôt que de faire la lecture, redonner un peu le contexte. Donc, les Halles, depuis le début du mandat, nous avions à cœur de les redynamiser, de les rendre plus vivantes. Et ça, évidemment, ça pouvait se faire qu'en concertation avec les commerçants. Donc, on a longuement discuté pendant plus de 2 ans. À la suite de quoi, donc, on a veillé à réaménager les espaces et à travailler sur l'amplitude horaire. Donc, aujourd'hui, bon, on peut dire que c'est gagné de ce point de vue-là. Aujourd'hui, les commerçants sont ouverts le jeudi, qui est une journée quand même difficile pour eux, mais ils font acte de présence. Ouvert également le samedi, qui, je pense, avec de l'accompagnement, pourra devenir une belle journée pour l'ensemble des Millabois. Je reviens un petit peu sur le jeudi. Le jeudi, là, il faut vraiment que tout le monde leur prête un peu main forte en essayant d'être un petit peu plus présent parce que c'est une journée qui est de toute façon difficile pour l'ensemble des commerces. Mais évidemment, il faut aussi que le consommateur, que les Millabois fassent preuve de présence sur cette journée un peu plus difficile. Donc, pour que tout cela prenne,
on a un petit peu réanimé une association qui existait depuis très très longtemps, mais qui ne fonctionnait pas vraiment de façon très très dynamique. Donc c'est l'association Gourmande des Halles, association qui maintenant est soutenue avec la participation active de l'animatrice de l'OCA. Donc il les aide à monter des animations, des instants de dégustation, il y a eu des spectacles, des nocturnes, etc. Et évidemment, donc nous, on apporte notre pierre à l'édifice en les accompagnant. Donc là aussi, c'est un renouvellement, ce n'est pas une nouveauté, avec une subvention de 2 000 €, 1 000 € portée par la ville de Millau et 1 000 € par la communauté de communes. C'est une subvention donc, par abondement. En fait, il faut qu'ils engagent jusqu'à 2 000 € de dépenses, et la ville donc, abonde jusqu'à 2 000 €, donc les dépenses engagées. Voilà. Donc il s'agit ce soir de renouveler cette subvention de 2 000 €. Voilà. Merci pour ces précisions, Monsieur Medeiros. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Nous allons passer la parole à Monsieur Borel pour le rapport numéro 18 qui concerne le soutien à la filière cuir et savoir-faire d'excellence avec l'association Millau Art et Savoir-faire. Merci Madame la maire. Donc depuis l'an 2000, la ville de Millau adhère à l'association Ville des métiers d'art. L'association Millau Art et Savoir-faire a été créée dans la suite de cette adhésion de la ville. Aujourd'hui, elle regroupe une trentaine d'artisans, 27 artisans qui constituent la collégiale qui gère cette association et de 2 à 4 membres temporaires. Voilà. Donc la vocation de cette association, c'est d'assurer la promotion, la communication des métiers d'art locaux à travers des expositions, des salons professionnels, un site internet, de la mise en réseau. C'est aussi le travail que mène l'association Ville et Métiers d'Art elle-même. Je précise juste que le prochain webinaire de l'association Ville et Métiers d'Art portera d'ailleurs sur la mise en réseau des boutiques collectives. L'accueil d'un espace métier d'art qui est situé au cœur du centre historique, rue du Mandarou, le développement d'actions pédagogiques, d'actions renforçant l'attractivité touristique et économique du territoire Mille-Brancos. Les aspects économiques de cette action, auxquels s'ajoutent les dimensions à la fois touristiques, culturelles et éducatives, ont dès 2008 la ville, la communauté de communes, l'office de tourisme de Millau, à se concerter pour mener ensemble la valorisation des métiers d'art en aidant l'association à mettre en œuvre son plan d'action pluriannuel. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des actions qui ont été réalisées en 2025 et des projets pour 2026. Ils sont détaillés dans le rapport d'activité et le prévisionnel qui est annexé à la présente convention. Et dans la continuité des engagements précédents, compte tenu des crédits inscrits au budget 2026, la participation financière de la commune a été fixée à 10 000 € pour permettre à l'association de mettre en œuvre son programme d'action 2026. Et à titre d'information, la communauté de communes attribue également une subvention de 10 000 €. Merci. Des questions? Je mets aux voix, des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Rapport numéro 19 concerne le théâtre de la Maison du Peuple avec une demande de subvention auprès du PNR dans le cadre du dispositif LEADER. Oui, le théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau développera en 2026 et en 2027 son travail de diffusion de spectacles et de sensibilisation des publics avec de nombreux objectifs qui permettront de densifier son rayonnement sur tout le sud d'Aveyron par la mise en place d'une série d'actions culturelles, de médiation culturelle et de résidences d'artistes sur le territoire. C'est-à-dire qu'à la diffusion de spectacles hors les murs, on ajoute des actions de médiation, d'actions culturelles et de résidences artistiques également sur l'ensemble du territoire. Les coordonnées de ce projet culturel seront déterminées ultérieurement. En favorisant l'habitabilité, il appartient au territoire du groupement d'action locale, donc le GRAL, Brancos-les-Vézous, qui est un dispositif qui est porté par le parc naturel régional des Brancos. Il est proposé de demander à ce dernier d'attribuer à la commune une aide financière d'un montant de 17 000 € en vue d'aider à la médiation autour des diffusions de spectacles proposés par le théâtre de la Maison du Peuple sur ce territoire, permettant ainsi à un public toujours plus large de bénéficier d'une offre culturelle riche.
Je précise au passage que la fréquentation des spectacles hors les murs est de l'ordre d'un remplissage de 86%. À peu près. Donc, le dispositif Grand Cos Lévézou permet la gestion des projets sur le territoire et le projet est éligible à ce type de financement. Donc, une convention à venir reprendra les modalités de ce partenariat et actera la subvention attribuée. Voilà, donc pour un montant de 17 000 €. Des questions? Non. Des voix contre, des abstentions, c'est adopté. Rapport numéro 20 concerne une subvention en faveur de l'association Géode 360. Oui, une association qui a pour but de produire et réaliser des films documentaires pour ouvrir un débat sur des problématiques de société. L'association organise également des événements culturels et artistiques ainsi que différentes actions auprès de publics dits empêchés, tels que les résidents d'EHPAD ou les publics en situation de handicap. Lors de la production du film Une roue sur l'estime, qui traite d'une aventure sportive collective et du handicap, ou durant les ateliers et soirées que l'association organise, des publics différents se côtoient et échangent. La ville de Lyon développe un projet culturel participatif en soutenant les associations culturelles locales qui contribuent à l'intérêt général à proposer des actions culturelles diversifiées, notamment la direction des populations qui rencontrent des difficultés économiques, sociales ou physiques pour accéder. Le projet de l'association G360, les actions réalisées entre 2022 et 2025 s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. Et pour poursuivre son projet artistique et culturel, l'association a sollicité une subvention auprès de la ville, continuer la diffusion du film Une roue sur les cimes, et terminer sa production et la diffusion d'un nouveau film, ainsi que l'organisation d'un événement culturel en 2026. Donc, il proposait au conseil municipal d'attribuer une subvention de 500 € à cette association. Des questions? Non, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Rapport numéro 21 concerne le théâtre, à nouveau, pour une demande de subvention auprès du CNM pour la transition LED. Oui, CNM, donc c'est le Centre national de la musique. Le Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau entame un projet pluriannuel de transition de son parc de projecteurs pour une période de 4 ans suite à un plan de financement d'investissement d'un montant estimé à 370 000 € TTC. Le théâtre cotise auprès du Centre national de la musique et a donc la possibilité d'obtenir un soutien financier dans le cadre de dispositifs mis en place par cette structure, pouvant atteindre 30% du montant global, soit environ 120 000 €. Une convention à venir reprendra les modalités de ce partenariat. Il doit demander au conseil municipal d'approuver la demande de subvention auprès du CNM pour le montant le plus élevé possible et de solliciter toute autre subvention auprès de financeurs publics ou privés susceptibles d'apporter leur soutien à ce projet pour les montants les plus élevés possibles. Des questions? Non, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Merci, Monsieur Vorel. On va passer la parole à Monsieur Pess. Ah non, pardon, il m'en manque Oui. une. Pardon, je vais trop vite. Dénomination des voies et espaces publics, numéro 22. Monsieur Oui, voilà, Vorel, je pardon. vous emmène pour une petite balade cadastrale. Donc, suite à obligation légale d'adressage, donc nous amène à démarrer la renommée des voies et des espaces publics. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la dénomination des voies suivantes. Chemin de Sauvebio de la RD 911, route de Saint-Germain, aux abords des parcelles YE55 et YE20. Chemin du Castellas de la RD 911, route de Saint-Germain, de la parcelle YE5 comprise. Chemin de la RD 911, route de Saint-Germain à la parcelle B966. Chemin de la Martinerie, parcelle YE33 à partir de l'intersection avec le chemin de Montelche. Vous situez évidemment tous ces endroits hein, sans difficulté. Voilà, très bien. Chemin du Mastronnet, oui, c'est dans le même secteur, tout ça. Là, on change de secteur. Chemin du Mastronnet, de l'avenue de Radio-Plage à la limite de la parcelle E505. On passe sur le Larzac, avec à Saint-Martin du Larzac, chemin de la Bouissière, de la voie communale numéro 2 à la parcelle 422. Ouais. Et moi, des Buissières sur le. Et là, on écrit Buissière. Il y a les bons. Demande à Michel. En fait, les deux dénominations existent, en fait. Voilà. Pas pour tout le monde. Il faut regarder son dictionnaire d'occitan. Hein. Demander à un occitaniste Voilà. local. On reste sur le Larzac, mais on se déplace du côté de Potensac. Chemin du Campard, au Campard, de la voie communale numéro 2 à la parcelle N439 comprise.
Chemin des Ruines à Potensac de la voie communale numéro 2 à droite de l'intersection jusqu'à la parcelle 443 comprise. Chemin du Coudert. Donc le Coudert, c'est le pré communautaire, on va dire. Voilà. De l'intersection à la parcelle N304 en formant une boucle qui contourne les parcelles N306, N451 et N302. Toujours sur le Larzac, chemin des Truelles, aux Truelles, de la voie communale numéro 2 à l'extrémité nord-est de la parcelle N49. Et enfin, prouver les modifications des dénominations suivantes en vue de les caractériser. Impasse de la Guillaume Thomas Rénal, de l'intersection avec la rue Jean-Jacques Rousseau à la parcelle DO 265. On se déplace encore une fois rue du Valette du Mona. Donc voilà, une grande rue qui remonte vers le Vallon. Et on peut trouver la suppression de la dénomination suivante, la suppression de l'impasse du Rajol. En fait, cette dénomination n'a plus lieu d'être puisque, comme vous le voyez, il n'y a pas d'adresse en fait à ce niveau-là. Donc, on peut considérer que ça fait partie de la traverse des Potiers. Auparavant, la place du Rajol traversait l'ensemble du centre commercial. Merci, Monsieur Vorel. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Et donc, cette fois, je remercie Monsieur Vorel et passe la parole à Monsieur Pess. Pardon. Merci, Madame la maire. On démarre par les DIA. Donc, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Vous avez le tableau devant vous. Il se trouve qu'il y a une belle dynamique sur l'ensemble des DIA depuis le début du mandat. Simplement pour donc, par rapport à cette délibération, c'est simplement pour prendre acte. Par contre, moi, je voulais simplement rajouter que sur l'ensemble des DIA, sur le mandat, ça nous a rapporté, donc, au niveau taxe, 5 millions. Pendant le mandat de Christophe Sembière, ça a rapporté donc 3,5 millions, ce qui veut dire qu'il y a un certain dynamisme et une attractivité de la ville qui est en marche et on ne peut que s'en féliciter. Merci, Monsieur Pess. Des questions, des remarques? Non. Donc, nous passons au rapport numéro 24 qui concerne l'acquisition d'une partie de parcelle située sur la commune de Millau en vue de prolonger l'impasse de Planard. Donc, en gros, c'est la liaison Mère de Dieu. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, par rapport à l'aménagement du quartier de l'ancienne friche Jonquette, on a la possibilité de créer une voie de déplacement doux à prolonger à l'impasse de Planard qui avait été envisagée et éventuellement après arriver à rejoindre l'espace Capelle. Considérant que la commune se rapprochait d'Engie à cet effet afin d'acquérir une bande de terrain de 349 mètres carrés, donc à détacher de la parcelle cadastrée commune de Millau, section AI numéro 840, au prix de 17 500 €. Considérant qu'Engie a donné son accord pour la réalisation de cette opération, et s'il est proposé au conseil municipal d'acquérir à la société Engie cette bande de 349 mètres carrés au prix de 17 500 €. Merci, Monsieur Pess. Donc, ça, c'est une délibération qui va intéresser les gens du quartier. Tout à fait. Ça Des permettra questions, des remarques? Non. Donc, je la mets aux voix. Des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Merci. Le rapport suivant est un rapport particulièrement important. Il concerne la cession d'un immeuble situé au 18-20 rue de la Capelle. Bon, pour continuer, donc les ventes qui ont été effectuées au niveau de la communauté de communes de l'immeuble du 12 rue de la Capelle, donc la société JB Concept s'est portée acquéreur des bâtiments du 18-20 rue de la Capelle. Considérant que la société souhaite procéder à une réhabilitation complète des deux ensembles immobiliers et a sollicité la commune afin de se porter acquéreur des parcelles cadastrées section N numéro 196-197 d'une superficie de 948 mètres carrés et considérant que le prix de vente global de cette opération serait fixé à 181 000 €, net vendeur, considérant que la proposition de GB Concept date du 1er octobre 2025, ainsi il est proposé au conseil municipal de céder à la société GB Concept à toute personne, donc l'ensemble immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Merci, Monsieur Pess. Ça te permettra. Oui, pardon. Non.
Tout à fait. Donc, ce qui permettra donc effectivement de faire de la rénovation au niveau de ce quartier. Donc, il y en a bien besoin. En plus, ça va compléter l'ensemble des sablons. Donc, ça va complètement redynamiser un petit peu ce quartier. Ça va amener de la mixité sociale. Et c'est une excellente chose pour faire revivre le centre ancien. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette délibération? Moi, je voudrais rajouter quelque chose, si c'est Allez-y. possible. Je voudrais faire un petit point au niveau des dépenses et recettes, parce qu'il se dit un petit peu de tout, qu'on vend tout à perte, qu'on vend n'importe quoi, qu'on aurait pu faire appel, qu'on aurait pu faire. Donc, je donne quelques chiffres qui vont un petit peu arranger la situation. Dépenses. Travaux toiture, travaux toiture donc, de ces deux immeubles, 222 427 euros. Achat en 2221, 799 942 euros, soit un total de 1 022 000. Recettes, remboursement de l'assurance en 2021, 850 000 euros. Prix du vente au prix des domaines, 181 000 euros, soit un sous-total de 1 031 000 euros. Donc, ce que nous faisons un petit bénéfice. Donc voilà, à bon entendeur. Merci pour ces précisions. Peut-être juste pour remettre dans le contexte, il y a des histoires d'assurance parce que c'était un immeuble donc, qui était sous une ORI sur une opération de réhabilitation immobilière. Voilà, merci. Depuis 2012. Et donc, il y a eu un incendie juste avant que la ville en soit propriétaire. Et donc, nous avons réparé, mis hors d'eau, hors d'air l'immeuble, même si à l'intérieur, en revanche, il reste tout à faire. Je ne sais pas si peut-être on a des photos de l'intérieur. Non, on n'a pas les photos. Mais vous les avez dans votre dossier avec l'avis des domaines. Bon, voilà, on voit dans quel état est le bâtiment. Donc, on a mis hors d'eau, hors d'air pour une somme de donc, 220 euros, comme l'a dit M. Pess. 220 000 euros. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal avec les zéros. L'assurance nous a remboursé 850 000 euros. Peu de temps après, le juge nous a condamnés à payer ce bien un peu moins de 800 000 euros. Nous le revendons aujourd'hui au prix des domaines qui est 181 000 euros. Donc, en effet, l'opération rend la ville bénéficiaire d'une dizaine de milliers d'euros, mais surtout, la ville va accompagner la rénovation de tout un quartier, comme vous l'avez souligné, Monsieur Pess. En face, il y a la création de cette nouvelle place îlot de fraîcheur au Sablon, la rénovation de 14 logements, là, 19 logements, c'est ça? Oui, 19 appartements, un peu de tout type, et également des locaux commerciaux et artisanaux en rez-de-chaussée pourront être envisagés. Et le promoteur souhaite faire du logement un peu haut de gamme, donc ce qui est de nature, en effet, à ramener de la mixité dont le vieux Millau a besoin. Donc, vraiment, on est très heureux de cette vente, de cette cession, et surtout de ce projet qui va changer considérablement la rue de la Capelle. Et donc, voilà, peut-être encourager aussi d'autres rénovations dans le secteur. Il n'y a pas de questions, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté et je vous en remercie. Rapport numéro 25 concerne la cession d'un immeuble. Non, ça je l'ai déjà dit. 26, pardon. Rapport numéro 26 concerne le déclassement et la vente d'une partie de parcelle située sur la commune à Longuières. Oui, donc c'est pour faire la suite donc, déjà d'une délibération qui avait été prise donc le 27 novembre 2025, qui a porté sur la désaffection d'une petite parcelle donc, qui était devant un portail au niveau de Longuières. Donc on continue donc, par rapport à cette, à cette vente. Donc, considérant que Madame a demandé à la commune de la possibilité d'acquérir une surface située devant sa propriété d'une superficie de 10 mètres carrés environ, dépendant du domaine public, mais non affectée à un usage public et n'étant pas directement d'une utilité directe et indispensable à la circulation, et considérant la nécessité de prononcer son déclassement du domaine public afin de pouvoir donner suite à la demande d'acquisition formulée par Madame Morin. En conséquence, il est proposé au Conseil. Pardon, je l'ai dit. J'ai fini, je l'ai dit. Excusez-moi.
de constater la désaffection d'une surface de 10 mètres carrés. Au début, j'ai bien démarré. À la fin, je me plante. Et de décider de prononcer le déclassement du domaine public de cette entreprise de 10 mètres carrés et ainsi de vendre à cette madame. Oui, comme tu l'as dit. Madame M. Non, pas du tout. La parcelle, donc, devant son portail. Merci, Monsieur Pess. Pardon pour nos moqueries. Je l'ai parié. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Le rapport suivant est un rapport aussi annuel, bilan des acquisitions et cessions opérées en 2025. Si, c'est ça. Donc, à savoir que je vais pas toutes vous les lire, mais donc à savoir qu'il y a eu 5 acquisitions qui ont été réalisées pour un montant total de dépenses de 229 106 €. Donc, c'est 5 parcelles. 2 cessions gratuites au profit de la commune. Et ensuite, 8 ventes qui ont été réalisées pour un montant total de recettes de 120 178 000 €. Vous les avez donc d'afficher au... Et vous me permettrez de ne pas toutes vous les lister. Voilà, donc Des il est questions? proposé au conseil municipal de prendre acte. Des questions sur ce rapport? Non. Donc, le rapport numéro 29 concerne la constitution d'une servitude de passage de canalisation au profit du domaine public communal avenue de l'Europe. Donc, considérant par la suite d'un accord intervenu avec le propriétaire d'une parcelle, il a été convenu que le propriétaire de la parcelle cadastrée commune Millau, section DC numéro 85, s'engage à déplacer des regards hésitants sur une parcelle susvisée. Donc, l'explication, c'est qu'on s'est rendu compte lors d'une extension d'une propriété que sous cette propriété, il y avait donc un passage de réseau d'eau usée et pluviale. Donc, on s'engage donc à faire des regards pour pouvoir accéder à cette parcelle et nous préparons déjà de faire une servitude de passage pour éventuellement déplacer cette parcelle en cas de nécessité si un jour elle devait arriver à se boucher. Voilà en gros cette délibération. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accepter la constitution d'une servitude au profit du domaine public communal. Merci, Monsieur Pess. Des questions? Non, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Rapport numéro 30. Toujours une servitude de passage de canalisation des eaux usées et des eaux pluviales au profit du domaine public communal, mais cette fois rue de Louga et rue des Carrières. Donc, c'est toujours pareil, donc la même série donc, de délibérations. Vu le contrat de délibération de service public relatif à la gestion et l'exploitation de l'eau, vu l'avis favorable de la commission qualité de vie, considérant que lors d'une vente de leur propriété, des propriétaires ont contacté la commune à raison de la présence de canalisations d'eau usée et d'eau pluviale, lesquelles font partie du réseau public de la commune. Considérant qu'après recherche, il s'est avéré qu'aucune servitude n'avait été constituée et qu'il convenait de régulariser cette situation, considérant qu'une servitude de passage de réseau au profit du domaine public de la commune serait constituée par acte notarié aux frais de la commune, et s'il est proposé au conseil municipal d'accepter la constitution de servitude de passage. Des questions? Non, je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Et cette fois, toujours une servitude de passage, mais cette fois au profit d'une parcelle, impasse Chantefriboul. Donc, vu la demande d'un propriétaire qui considérait qu'il ne dispose pas d'entrée par l'impasse Chantefriboul et d'un accès suffisant pour le passage notamment d'un véhicule, et considérant la sollicitation de la commune par le propriétaire afin de constituer une servitude de passage grevant la parcelle, considérant que la commune a formulé un accord de principe à cette demande et qu'il convient de régulariser un acte de constitution de servitude. Donc, elle est ici proposée au conseil municipal d'accepter la constitution d'une servitude de passage profitant à la parcelle cadastrée, commune de Millau 12, section AY, numéro 74. Merci. Des questions? Non. Je mets aux voix des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Et enfin, la dernière servitude, cette fois pour des canalisations de gaz, toujours au profit du domaine public, impasse des Ondes. Donc, considérant que suivant l'acte reçu par maître Didier Calmel le 23 novembre 2015, la commune a procédé à un échange avec la société Ferme des Ondes, au terme duquel a été attribué à la dite société le parcelle cadastré commune Millau
section DB numéro 84, considérant qu'une canalisation de gaz existe en sous-sol de cette parcelle et qu'aucune servitude de passage n'a été constituée, et considérant qu'il convient de régulariser la dite situation et de constituer la dite servitude aux frais de la commune. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'accepter la constitution de cette servitude. Des questions? Non. Je mets aux voix. Des voix contre, il n'y en a pas. Des abstentions, c'est adopté. Merci beaucoup, Monsieur Pess. Et nous allons passer la parole à Monsieur Benoît pour le déploiement de 4 caméras dans le cadre du dispositif de vidéoprotection. Oui, merci Madame la maire. Donc, dans le cadre du déploiement de ces 4 caméras de dispositif de vidéoprotection, agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur, vu le Code de la sécurité intérieure, notamment par ces articles, excusez-moi, mais il y en a pas mal, mais on est obligé de les citer, L251-1 et suivant R250-1 à R253-4, vu la loi 95-73 du 21 janvier 95 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, vu la loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, vu l'arrêté préfectoral numéro 201-6029-03 du 29 janvier 2016 portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur la commune de Millau, vu l'arrêté préfectoral numéro 2025-329-04 du 25 novembre 2025 portant autorisation de modification du système de vidéoprotection périmètre dans la commune de Millau, vu la délibération numéro 215-220 du 26 novembre 2015 portant sur la mise en place de la vidéoprotection, approbation de l'opération et demande de subvention, vu l'avis de la commission qualité de vie en date du 29 janvier 2026. Considérant la volonté municipale de poursuivre le déploiement de la vidéoprotection sur la commune, considérant que pour rester opérationnel et conserver son efficience, ce dispositif doit évoluer au regard des besoins, à l'évolution de la délinquance pour parer notamment au phénomène dit de l'effet plumeau. Considérant qu'après étude de l'évolution des faits recensés, analyse des secteurs de concentration de la délinquance et incivilité qui ont été identifiés en parfaite concertation avec nos partenaires institutionnels, il est proposé de valider les opérations et extensions de ce dispositif à apporter. Considérant la nécessité de renforcer pour cette année 2026 le dispositif actuel comprenant 48 caméras avec l'acquisition de 4 caméras fixes supplémentaires afin de créer un point de vision. Ces 4 points sont rond-point Règne et Danube, angle rue du Mandaru, rue Pessière, angle rue de la Capelle, rue du Sablon, parc des sports, skatepark. Considérant que la mise en place de ce système répond à l'objectif de stratégie nationale concernant la tranquillité publique, décliné dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Millau. Juste avant de voter cette délibération, je voudrais apporter quelques précisions. Ce dossier, c'est vrai, a été long à finaliser, mais il a fallu obtenir d'abord la validation du comité d'éthique, les autorisations préfectorales et ensuite les aides et subventions de l'État. Il faut ajouter qu'en appui de ce dossier, il y a également le déport des images vers le service de la police nationale, c'est-à-dire qu'à la fin du service de la police municipale, ce qui va permettre une vision nocturne de ces images par la police nationale, ce qui n'était pas le cas actuellement. Et juste, je voudrais rajouter 2 mots aussi. Renfort des effectifs de la police municipale par 2 agents supplémentaires. Ces agents-là ont été recrutés et leur affectation est prévue, un pour le 1er avril et l'autre pour le début mai. Donc, il est demandé d'approuver le projet d'extension des 4 caméras fixes et d'autoriser Madame la maire ou son représentant à signer le cas échéant les conventions nécessaires à l'ancrage des caméras et à accomplir toutes les démarches en découlant. Merci, Monsieur Benoît. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Donc, je mets le rapport aux voix. Des voix contre, des abstentions. C'est adopté. Je vous en remercie. Et le dernier rapport revient à Monsieur Doulz sur un sujet ô combien important. La sortie de l'actif d'un engin manuscopique dit Manitou, suivant reprise. Merci Madame la maire. Je crois que tout est dit dans le titre. Donc je vais me permettre, si vous voulez bien, d'en profiter pour remercier les agents des services techniques pour le travail qu'ils ont accompli et qu'ils accomplissent au quotidien, avec une volonté vraiment de bien faire et beaucoup de rigueur, afin de rendre notre ville plus agréable à vivre. Et particulièrement ces derniers mois, avec les intempéries que nous avons vécues, les dégradations de la chaussée qu'il y a eu, ça leur a demandé beaucoup de réactivité et je tenais à les remercier. Donc voilà, il s'agit là pour le coup simplement de sortir un engin. Et là, je vais noter aussi, c'est quand même un engin qui date de 99, donc il y a 27 ans,
Autant dire qu'il a fait son temps à la mairie de Millau et qui sera remplacé par un nouvel engin. Et je pense qu'ils auront hâte effectivement de l'utiliser. Donc, je vous propose de vous prononcer favorablement sur la sortie de l'actif de l'engin télescopique de la marque Manitou, modèle 524 de l'année 1999, acquis par la commune en février 1999, donc il était neuf, pour un montant de 38 112,25 €, qui a été amorti en 10 ans. Voilà. Merci, Monsieur Doulz. Des questions? Non. Donc, je mets ce dernier rapport aux voix, des voix contre, des abstentions. C'est adopté également. Je n'avais pas de questions diverses, mais je souhaitais quand même vous dire un petit mot avant de conclure cette séance du Conseil municipal. Donc, chers collègues, chers amis, nous avons épuisé l'ordre du jour de notre dernier Conseil municipal du mandat. Ce moment n'est pas un simple point final administratif. Il est chargé d'émotions, de souvenirs, d'efforts partagés, de responsabilités assumées ensemble. Pendant ces années, nous avons servi Millau avec une conviction commune, celle de l'engagement au service de l'intérêt général, avec un objectif commun, améliorer la vie de nos concitoyens aujourd'hui et demain. Être élu local, ce n'est pas seulement voter des délibérations, c'est écouter, expliquer, décider, parfois renoncer, souvent persévérer. C'est être présent, disponible, attentif. C'est accepter la critique et garder le cap. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre engagement, chacun, avec sa sensibilité, ses idées, ses convictions, à contribuer à faire avancer notre commune. La richesse d'un conseil municipal tient à sa diversité. Et malgré nos différences, nous avons toujours su préserver l'essentiel, le respect. Le respect de la parole donnée d'abord. Nous avons pris des engagements devant nos concitoyens. Nous avons travaillé avec sérieux pour les tenir. Tout n'a pas été simple, mais nous avons agi avec honnêteté et transparence. Nous avons assumé nos choix, parfois difficiles, toujours guidés par l'intérêt général. Le respect entre nous ensuite. Dans les débats, parfois animés, nous avons su garder une écoute mutuelle. Ce respect a été le socle de notre travail, a permis des échanges francs mais constructifs, a permis des désaccords sans division durable. Il a permis de valider à l'unanimité l'immense majorité des décisions, et ça a été encore le cas ce soir. Ce mandat n'a pas été exempt d'épreuves. Nous avons dû faire face à des difficultés, à des imprévus, à des crises qui ont bousculé nos certitudes. Ces coups durs ont finalement renforcé nos capacités d'adaptation, notre force de travail, notre solidarité et notre sens des responsabilités. Ils ont aussi révélé notre force collective. Dans l'adversité, des liens forts se sont tissés. Au-delà des fonctions et des titres, il y a eu des femmes et des hommes au travail, solidaires, déterminés. Nous avons appris à nous faire confiance encore davantage, à nous soutenir encore davantage, à avancer ensemble malgré les obstacles. Ces liens-là resteront. Je veux également saluer le travail des services municipaux qui ont été à nos côtés au quotidien. Leur professionnalisme et leur dévouement ont été essentiels à la mise en œuvre de nos décisions. Merci à chacun d'eux, des directeurs aux apprentis. J'ai toujours considéré que nous formions tous une seule et même équipe et que sans leur sens du service public, nos projets n'auraient pas pu se mettre en place. En tant que maire, j'ai eu l'honneur et le privilège de choisir mon équipe d'élus et mon équipe de direction. À chacune et à chacun de vous, je veux dire ma reconnaissance et ma gratitude sincère. Mon amitié aussi. Je suis fière du travail accompli, fière de l'esprit dans lequel il a été mené, fière d'avoir partagé cette responsabilité avec vous. Je vais citer une phrase que j'ai souvent répétée pendant ces 6 ans. Le plus fort de l'équipe n'est jamais plus fort que l'équipe. Et c'est ce collectif tellement engagé qui nous a permis de relever tous ces défis. Alors, merci. Ce mandat se termine, mais l'engagement, lui, ne s'arrête pas avec un vote ou une échéance électorale. Servir sa commune est une valeur qui nous dépasse. Elle s'inscrit dans la durée, elle s'inscrit dans une histoire collective que chacun de nous contribue à écrire. À celles et ceux qui poursuivront l'aventure, je souhaite de continuer à faire vivre ces valeurs d'engagement, de respect et de fidélité à la parole donnée. À celles et ceux qui tourneront une page, je veux dire ma gratitude et mon estime.
Merci pour votre travail, merci pour votre loyauté, merci pour votre confiance. Merci pour ces années partagées au service de Millau et des Millavois. Et donc, cette dernière séance du conseil municipal du mandat est close.